Bienvenue à tous et merci d'être venus si nombreux alors qu'il fait quand même super chaud et ça. C'était pour ça de venir à l'intérieur parce qu'il fait un peu plus frais que ça à l'extérieur. Et donc du coup, on va commencer cette soirée avec justement la remise des prix SVSN. Donc je te Oui, passe merci. la parole. Merci. Mon nom est Sylvain Lengacher, je suis le président des jurys de la SVSN, qui consiste en fait à évaluer les prix qu'on reçoit chaque année de tous les gymnasiens qui soumettent leurs prix à la SVSN. Cette année, il y en avait 14, je crois. 19. C'était une bonne année. Et donc, du coup, on a eu pas mal de travail de lecture, on a eu beaucoup de plaisir à lire tous ces travaux. Et après, ben, il faut trouver les pépites, les meilleurs. Ils sont tous vraiment bons, à vrai dire. Mais comme on a décidé de donner des prix, on donne des prix, on donne un prix d'excellence, mais on donne aussi des prix de promotion à la recherche. En fait. C'est parce que finalement, il y a des prix, enfin, il y a des sujets qui sont tellement différents qui sont difficiles de catégoriser. Et donc, du coup, je vais appeler les deux premiers, parce qu'ils sont deux à avoir soumis un travail. C'est Sacha Buman et Samuel Guébard. J'espère que je dis correctement, vous pouvez venir vers moi. Et on leur donne un prix pour leur excellence de travail de maturité. Ils ont construit, en fait, leur travail était intitulé Conception et construction d'un démonstrateur de moteur fusée hybride. J'ai appris plein de choses, j'ai appris plein de choses sur les fusées. Manifestement, ils pourront aller travailler chez Elon Musk ou je ne sais pas où, peut-être pas lui. Hein. En tout cas, on peut les applaudir. Vous restez par là. Autrement, on fera une photo de groupe après. Merci. Le deuxième prix spécial pour l'excellence de son travail de maturité, intitulé Création d'un atelier sur l'énergie, la science expliquée aux enfants, est donné à Anouk Joss, je ne sais pas comment. Bravo, on peut l'appeler. Son travail était intéressant parce qu'en fait, il parlait de comment faire pour éduquer aux sciences les enfants avec des outils. On a plein de choses, c'était super sympa. Bravo. Le troisième prix d'excellence, en fait, pour son travail qui était vraiment hors norme, et qui est donné à Estelle Melachroinos. J'espère que je dis juste. Décidément, les noms, c'est pas juste, mais parfait. Et Et je vois qu'on nous a traduit le titre là, parce qu'en fait, il était en allemand. Et j'espère qu'on a traduit correctement. Bactéries productrices de carbapénémase, pas sûr que ce soit juste, dans des siphons sanitaires. C'est pas mal. Autrement dit, j'en ai compris qu'il ne faut pas aller toucher les canalisations du CHU. C'est ça. Bravo encore une fois. Je donne le prix. Voilà. Et le dernier prix, pour l'excellence de son travail de maturité. Et son travail était intitulé Phagothérapie, antibiothérapie, deux approches complémentaires plutôt que substitutives, et donné à Youssef Palman. Et donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'il a fait, puisqu'il va le faire lui-même, parce qu'il va nous donner ça pendant une petite dizaine de minutes. Le, le floor est à toi. Euh, et après,
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail de maturité, qui s'appelle phagothérapie, antibiothérapie, deux approches complémentaires plutôt que substitutives. J'ai nommé cette présentation phagothérapie, un complément à l'antibiothérapie, du coup en réponse à la question que soulevait le titre de mon travail de maturité. Voilà. Oups, non, toujours pas. Je sais pas ce que ça. Ok, je vais faire comme ça. Je vais parler brièvement du contexte. Donc, les bactéries, c'est évidemment notre microbiote, mais c'est aussi évidemment des bactéries pathogènes qui peuvent causer des infections et parfois même la mort. Et donc, actuellement, on utilise soit la prophylaxie avec les vaccins pour prévenir les infections bactériennes ou bien euh, les antibiotiques pour traiter les infections. Cependant, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes à ces antibiotiques et ce phénomène s'appelle l'antibiorésistance. L'OMS estime que d'ici 2050, l'antibiorésistance sera responsable de 10 millions de décès annuellement dans le monde, donc une mortalité qui risque de même dépasser celle due au cancer. Et en parallèle, le développement de nouveaux antibiotiques diminue à mesure des années. Et donc, ces deux éléments font de l'antibiorésistance un enjeu de santé publique. Alors, les bactériophages, ce sont des virus. Donc, leur nom signifie littéralement mangeurs de bactéries. Ce sont des virus, donc ils sont constitués d'un acide nucléique qui est encapsulé dans une coque protéique, donc la capside. Et ils ont souvent une queue, que vous voyez ici. Euh, ils sont spécifiques aux bactéries, donc ils ne peuvent pas infecter les cellules humaines, et ils sont même spécifiques, dans les bactéries, ils sont spécifiques aux souches, donc c'est des tueurs spécifiques. Et je vais décrire brièvement le cycle de multiplication des phages. Donc, il y a une première phase d'absorption, c'est-à-dire que le phage se fixe à des récepteurs qui sont présents sur la membrane externe. Puis, il va y avoir l'éjection du matériel génétique de la capside au cytoplasme, qui sera suivi par le détournement de la machinerie cellulaire, c'est-à-dire que la bactérie va exprimer les gènes viraux, donc va synthétiser des phages, et d'autres gènes coderont pour des enzymes qui vont dégrader la membrane de la bactérie, ce qui mènera à la lyse de la bactérie et donc à la libération des virions sous forme de phages qui seront prêts à infecter de nouvelles bactéries. Alors, la phagothérapie, c'est la thérapie qui a recours justement à ces bactériophages pour traiter des infections bactériennes. En Suisse, elle est interdite en principe, mais elle est autorisée au cas par cas, donc en usage compassionnel. Souvent, elle est décrite comme une médecine personnalisée, donc les laboratoires reçoivent des souches de patients et font des tests pour identifier quelle phage lise au mieux la souche. Mais il y a aussi, on peut aussi généraliser cette approche avec les cocktails de phages qui contiennent plusieurs phages différents et on peut donc passer de phages qui sont spécifiques à un seul type de souche à des cocktails qui peuvent qui peuvent liser plusieurs espèces bactériennes différentes. Ça se fait plutôt dans les pays de l'ancienne Union soviétique, mais en Suisse, quand on traite très rarement des patients par phagothérapie, c'est plutôt en préparation magistrale. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai défini la problématique de mon travail. Quand un antibiotique agit sur des mécanismes qui sont utiles à la multiplication des phages, il y a souvent un phénomène d'antagonisme. En tout cas, dans la littérature, c'est ce qu'on voit souvent. Par exemple, si l'antibiotique inhibe la réplication de l'ADN ou encore l'expression des gènes, ça risque de produire un effet d'antagoniste avec un phage, car les phages utilisent ces processus bactériens pour se multiplier. Donc, si un antibiotique inhibe ces processus qui sont nécessaires à la multiplication des phages, on pourrait observer théoriquement un phénomène d'antagonisme. Tandis que si l'antibiotique agit sur d'autres mécanismes, on pourrait imaginer par exemple une synergie. À gauche, vous voyez E. coli non traité. Donc, ce que vous voyez en vert plus fluorescent, c'est les noyaux. Et à droite, vous voyez E. coli traité avec de la ciprofloxacine, donc c'est un antibiotique. Et on voit que E. coli filamente, c'est-à-dire qu'elle croît sans se diviser. Et cette croissance sans division, elle porte le nom de filamentation. Et cette filamentation, elle augmente la surface de la bactérie
ce qui automatiquement en fait augmente les chances qu'un phage puisse effectivement se lier à la bactérie et donc puisse liser la bactérie. Et donc là, ça nous ferait plutôt penser à un phénomène de synergie, mais il faut quand même prendre en compte le fait que la ciprofloxacine, c'est un antibiotique qui agit sur les ADN topoisomérases et l'ADN gyrase, donc des enzymes nécessaires à la réplication de l'ADN. La réplication de l'ADN qui est justement un mécanisme qui est nécessaire au phage. On pourrait aussi imaginer un phénomène d'antagonisme. C'est pour ça que dans la littérature, on tombe parfois sur des synergies et parfois on trouve aussi des cas où on reporte des antagonismes. Donc, ma problématique, elle a été divisée en deux. Premièrement, justement, avec l'influence du choix de l'antibiotique en fonction de son mécanisme d'action. C'est ce que j'ai expliqué précédemment. Et aussi, en fait, essayer de comprendre les interactions entre les phages parce que c'est beaucoup moins documenté que dans la littérature. La littérature est beaucoup moins précise et il y a moins de littérature au sujet des interactions entre les phages. Donc, l'étude, elle s'est réalisée sur 4 jours au laboratoire de neurourologie de l'hôpital universitaire de Ballgrist, qui se situe à Zurich. Donc, on a utilisé une souche de E. coli isolée cliniquement donc, de l'hôpital de Zurich. Et on a testé 4 traitements, 2 traitements conventionnels, donc 2 antibiotiques, la ciprofloxacine et la gentamicine, et 2 phages, le phage E2 et le phage Phi41S. Alors, globalement, l'expérience, elle est composée de 3 plaques, donc des plaques de Nancy-Puy, une avec une combinaison phage ciprofloxacine, une autre avec une combinaison phage gentamicine, et la dernière avec une combinaison de 2 phages. Et donc, concrètement, comment ça s'est fait? Des dilutions horizontales par facteur de 2 de l'antibiotique, donc horizontale, et des dilutions en parallèle verticales par facteur de 10 du phage. Donc, en fait, on a des dilutions horizontales de l'antibiotique et des dilutions verticales du phage. Pour la plaque qui contenait les 2 phages, on a procédé de manière analogue, sauf qu'à la place des dilutions horizontales d'antibiotiques, on a aussi fait des dilutions horizontales de phage. Donc ça permet d'avoir un large échantillon avec des combinaisons des différents agents avec des ratios différents. Donc on a plusieurs combinaisons avec des ratios différents. Et aussi dans les plaques, il y a bien sûr des contrôles qui ont été ajoutés, donc notamment un contrôle de stérilité du milieu, donc vérifier que le milieu n'était pas contaminé initialement, un contrôle de croissance pour voir comment E. coli croît sans traitement, et aussi un contrôle traitement où on fait des dilutions des traitements seuls pour voir justement dans quelle mesure il y a une différence entre les traitements combinés et les traitements seuls. Ensuite, la méthode qui a été utilisée, c'est la spectrophotométrie. Donc, ce qu'on utilise, c'est un spectrophotomètre. C'est une machine qui va incuber les échantillons à bonne température, donc en l'occurrence à température physiologique, et qui va donc aussi secouer les échantillons, mais surtout réaliser des mesures spectrophotométriques chaque 10 minutes. Donc, rapidement, la spectrophotométrie, c'est juste une technique qui permet de quantifier la concentration de bactéries des échantillons en fonction de la lumière, parce qu'en fait, quand les échantillons sont riches en bactéries, ils sont assez turbides, ce qui fait que cette turbidité absorbe plus les rayons qu'un échantillon qui serait moins turbide et du coup moins concentré en bactéries. Et donc, cette différence d'absorbance des échantillons par rapport à leur concentration en bactéries, elle peut servir à quantifier les bactéries et on peut du coup facilement avoir une idée totalement, enfin une idée concrète de le nombre de bactéries qu'on a dans les échantillons. Et ça, du coup, ça s'est déroulé sur 18 heures et chaque 10 minutes, il y avait des mesures. Donc, on a fait ça pour les 3 plaques. Et finalement, voici des résultats tirés de mon travail. Donc, le graphique A, vous voyez une combinaison. Donc, c'est tous des croissances de bactéries et en fonction des couleurs, c'est un traitement différent. Donc, le graphique A, vous voyez un graphique où E. coli est exposé en rouge au phage 2, en violet à la ciprofloxacine et en bleu à une combinaison des deux aux mêmes concentrations que celle du haut. Et on remarque qu'en fait, les 3 courbes sont équidistantes, donc ça nous laisse suggérer un effet additif, c'est-à-dire que l'effet des deux se sont additionnés pour donner un produit. Le graphique B, vous voyez exactement la même chose avec le même code couleur, sauf qu'à la place de la ciprofloxacine, c'est de la gentamicine, qui est un autre antibiotique. Et cette fois-ci, on voit que la courbe bleue, donc qui correspond à la combinaison des 2 agents, est beaucoup plus distante que les 2 courbes. Et ça laisse plutôt suggérer une synergie parce que donc une synergie, c'est quoi? C'est quand l'effet qui résulte des combinaisons est supérieur à la somme des 2 effets individuels. Donc là, c'est le cas. Et le graphique C, vous voyez la plaque de la combinaison entre les 2 phages. En rouge, le phage 2,
en vert le phage Phi41S et en jaune la combinaison des deux aux mêmes concentrations aussi toujours. Et on voit en fait que cette fois-ci, la combinaison ne semble pas avoir eu d'effet parce qu'on voit que la courbe verte et jaune sont confondues. Donc ça nous laisse suggérer une interaction sans aucun effet. Donc on peut en fait en déduire que dans ce cas-là, l'ensemble de l'activité bactériolytique de la combinaison, en fait, elle est juste due à l'activité bactériolytique du phage Phi41S. Et finalement, on dit seulement le contrôle de croissance. Pour les conclusions de cette étude, c'est qu'en fait, l'effet qui résultera des combinaisons, il dépend grandement des ratios entre les différents agents. Par exemple, ici, on passe d'une interaction sans aucun effet à une interaction synergique en divisant la concentration de gentamicine par 32. Donc, ça montre bien que ça joue un rôle clé, les proportions. Et on pourrait se demander à quoi ça sert parce que l'antibiotique était assez efficace et que ça marche, ça pourrait aussi très bien servir à traiter. Certes, c'est vrai, mais le fait de combiner les deux agents, ça permettrait aussi de, théoriquement, euh, prévenir la sélection de résistance parce qu'il y aurait moins de chances qu'une bactérie devienne et résistante au phage et résistante à l'antibiotique. Et finalement, la dernière conclusion de cette étude, ça a été j'ai pas réussi à corréler le mécanisme d'action des antibiotiques avec l'effet qui résulterait de la combinaison avec un phage. Parce que, par exemple, la gentamicine, on l'a bien vu, il y a un effet synergique, mais la gentamicine agit sur la sous-unité ribosomale 30S, donc sur la traduction, ce qui fait que la traduction, c'est un mécanisme qui est essentiel au phage parce qu'il utilise justement ce mécanisme pour que la bactérie justement synthétise plusieurs versions de lui. Et donc, si cet antibiotique qui cible la traduction agit synergiquement avec un phage, ça nous laisse suggérer que justement, on peut pas tirer la conclusion que on peut pas prédire en fait l'effet qui résultera des combinaisons en fonction du mécanisme d'action. Et donc ça va de pair avec la littérature existante parce que justement, cette théorie selon laquelle les mécanismes d'action sont directement corrélés avec l'effet qu'on observera est justement pas toujours vérifié. Je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Tu mérites vraiment ce prix, franchement. Ouais, franchement, super travail pour faire une actualité et tout. Franchement, je suis très impressionné. Du coup, si dans l'audience vous avez aussi quelques questions, si, n'hésitez pas. Nous avons le spécialiste. Qu'est-ce qui vous fait dire que les phages avoir des bactéries ne deviennent pas résistantes? Pardon? Vous allez dire que les bactéries ne deviennent pas résistantes aux phages. Si elles peuvent devenir résistantes aux phages, mais j'ai dit que si on combinait les traitements, donc si on mélangeait antibiotiques et phages, il y avait moins de chances d'avoir des sélections de résistance parce que du coup, il faudrait qu'une bactérie mute et qu'elle devienne à la fois résistante à l'antibiotique et aux phages. Et très souvent aussi, quand une bactérie mute et devient résistante à un phage, il y a un compromis évolutif qui fait que soit elle perd un gène de résistance à l'antibiotique, soit elle devient moins virulente. Donc, c'est toujours mieux de les combiner. Mais donc, les bactéries peuvent devenir résistantes aux phages autant qu'aux antibiotiques. S'il y a d'autres questions, alors on peut tous encore t'applaudir pour